Bonsoir, bienvenue sur Téléclub Sport. 1 heure de football pour faire le tour de la 28e journée de Raiffeisen Super League, mais pas que. Nous parlerons également de Challenge League. Nous aurons également What the Foot, une partie consacrée à notre invité. L'information du week-end, eh bien, si vous ne le saviez pas, c'est la fête des vendanges en avril, dorénavant, du côté de Neuchâtel. Oui, on est ironique, mais comment ne le pas l'être après les énormes manqués des Xamaxiens qui hier soir se sont inclinés 1-0 face au FC Sagal au terme d'un match que jamais ils n'auraient dû perdre. Ce soir, eh bien, pour m'accompagner, c'est Steve Guillot, notre consultant qui est fidèle au poste. Rebonsoir Steve. Bonsoir, Alain. Et Laurent Antonioli pour la rédaction Téléclub. Bonsoir, Rebonsoir Laurent. Et le grand plaisir d'accueillir Vincent Sierot. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Tout d'abord, comment vous allez? Parce que hier soir, du côté de Neuchâtel, on ne vous a pas fait de cadeau. Vous portez un peu les séquelles là, d'un duel engagé. Non, c'est clair que j'ai reçu quelques coups hier à la tête, à la lèvre, mais je crois qu'avec les 3 points, c'est clair que je peux être que content. Donc la blessure se guérit beaucoup plus vite. J'ai aussi pris 3 points au niveau de la lèvre. J'ai aussi eu les points là au niveau de la lèvre, mais ça va mieux maintenant. On revoit justement votre choc et votre fin de match avec ce joli pansement qui a fait le tour d'Internet. Là. Vous étiez assez saillant, je dois dire, non? Non, c'était pas terrible. Franchement, ils ont tout essayé pour que ça arrête sa scène, mais ça continue. Alors, j'ai dit, mets quelque chose de gros pour que je puisse rentrer sur le terrain. On a senti l'envie de revenir très vite sur le terrain de jeu. On reviendra avec vous en détail sur la partie d'hier soir. Laurent, on va se consacrer en ouverture de cette heure de jeu à la Challenge League avec Lausanne qui devait impérativement réagir après sa mortifiante défaite de cette semaine dans le derby lémanique. Oui, c'est vrai, battu dans le derby lémanique par Servette. Les Lausannois se devaient de gagner à Rapperswil face à la lanterne rouge de Challenge League. Si la manière n'a pas été là, les 3 points sont bien au rendez-vous avec un petit succès 1-0. Titulaire pour la première fois en 2019, Marjota Serkoura qui inscrit là sa 3e réussite de l'hiver. Après 2 matchs sans succès, le Lausanne Sport renoue donc avec le goût de la victoire. Steve, pour être très clair, est-ce que d'après vous, le LS devrait changer d'entraîneur pour garantir la place de barragiste? Oh, Laurent, après une victoire, vous me posez cette question. Eh bien, dites-moi, est-ce que le problème est uniquement à ce niveau-là? C'est vrai que Lausanne gagne, mais n'est pas probant. Moi, j'ai vu que des reflets, mais ce que j'ai pu en lire, c'est que ça reste toujours très délicat au niveau de ce que Lausanne présente. C'est pas très conquérant, c'est pas toujours cohérent. Donc c'est vrai que si Lausanne veut avoir l'ambition de pouvoir monter, honnêtement, quand je vois ce que Xamax a présenté hier soir, pour autant qu'il soit le barragiste, il faudra vraiment monter d'un niveau. De son côté, le leader s'est fait peur à Ville. Oui, c'est vrai. C'est en tout cas le moins qu'on puisse dire, puisque le leader de la 2e division suisse perdait encore 1-0 à la 87e minute. Les Saint-Gallois ont ouvert la marque à la demi-heure de jeu. Un centre d'Odino que personne ne touche et qui finit dans les buts d'un fric sans réaction. Mais Alain Guéguer peut compter sur un contingent très large, notamment sur le plan offensif. Sorti du banc, Chagas égalise donc à quelques minutes de la fin sur penalty. Avec ses 10 buts, il devient le meilleur buteur grenat en championnat. Steve, encore une fois, Servette a été capable de ne pas perdre et d'aller en plus chercher au moins un point dans les arrêts de jeu. Ouais, c'était pas évident. Vous gagnez le match qui vous permet quasiment de prétendre à cette promotion en semaine dans le derby contre Lausanne. Vous avez une sorte de petite décompression. Vous allez jouer à l'extérieur. Mais Servette, c'est pas la première fois qu'ils font des points dans les dernières minutes. C'est la preuve qu'il y a une équipe qui est prête à se battre jusqu'à la 95e minute pour pouvoir finaliser ce rêve de promotion. Alors pour preuve, ce chiffre, la réussite de Chagas, c'est la 18e des Servettiens inscrits dans le dernier quart d'heure des matchs cette saison. Voilà pour le point de situation avec les 2 clubs romans et lémaniques de cette Challenge League. Il reste 8 journées. On fait le point de la situation avec vous, Laurent. Oui, avec tout d'abord donc les résultats de cette journée de championnat en Challenge League. La 28e avec d'abord le 0-0 très triste entre Winterthur et Kriens, le succès de Lausanne à Rapperswil, le match entre Ville et Servette et le précieux succès d'Aro contre Vaduz 3-0 et le 2 par contre Chiasso et Schaffhouse. Au classement donc, Servette possède 11 points d'avance maintenant
sur Lausanne. Haro est 3e avec 3 points de retard sur le Lausanne Sport. Ce qui est intéressant, c'est en bas de tableau, on voit que Schaffhouse est maintenant 9e avec 4 points d'avance sur Rapperswil. Vincent, que ce soit Lausanne ou Haro qui seront peut-être barragistes, est-ce que vous voyez un club de Challenge League actuellement battre un club de Super League? Moi, je pense que Servette a une très bonne équipe. Offensivement, ils ont quand même un joli contingent. On voit que, on l'a vu là avec Chagas, mais ils ont beaucoup de joueurs offensifs qui sont capables de faire la différence et qui ont aussi une expérience en Super League ou ailleurs. Après, je pense que Servette a sa place en Super League. Et ensuite, je pense que dans les barrages, on sait toujours que ça peut tout se jouer sur 2 matchs. Mais je pense que en ce moment, avec le niveau que peut-être Lausanne montre, ils sont encore un niveau en dessous pour pouvoir prétendre à la Super League. Complètement dans un autre registre, Vincent, est-ce que vous avez déjà été contrôlé par le staff anti-doping depuis votre retour en Suisse? Oui, j'ai déjà été contrôlé à 2 ou 3 reprises à la fin d'un match. Donc, et aussi à un entraînement où ils sont venus à un entraînement tout simplement nous faire un contrôle antidopage. Pourquoi cette question? Eh bien, parce que l'on va vous immerger justement dans ce système qui fonctionne et qui fonctionne dans l'ombre. La Mannschaft et son miracle de Berne en 54, la pharmacie, la fameuse pharmacie de la Juventus des années 90, ou encore Maradona au Mondial 94, les scandales de dopage ont toujours accompagné l'histoire du football. Si au niveau mondial, eh bien, c'est le sport dans lequel on réalise le plus de contrôle dans le monde du football, c'est un peu méconnu. La FIFA est compétente pour ses compétitions, l'UEFA pour la Champions League et l'Europa League. Et en Suisse, du coup, me direz-vous, eh bien, depuis plus de 10 ans, c'est la Fondation autonome antidoping suisse qui officie et qui est compétente en la matière. Imaginez, la saison dernière, 180 tests ont été réalisés dans l'élite du football suisse. Élodie Crozat et Vincent Rigolet ont mené l'enquête et vous offrent ce monde d'emploi. Mercredi, fin de matinée. Richard, contrôleur professionnel d'antidoping suisse, arrive à la Stockholm Arena de Thun pour une visite surprise à la fin de l'entraînement. Notre mission, c'est de pouvoir assurer que les compétitions soient faites de manière légale. Donc en fait, on n'est là pas contre les athlètes, on est là pour les athlètes, en fait, pour qu'ils puissent être propres et puis que leurs concurrents soient propres aussi. Dans les sous-sols des stades, un local est mis à disposition pour procéder à la collecte des échantillons. Pendant que Richard installe son matériel, Joël Tettoni nous explique à quelle fréquence les footballeurs suisses sont testés. Dans le football, on fait plus ou moins 200 contrôles par année. Le problème, c'est que si on voit que par équipe, il y a environ 20 athlètes, il y a 10 équipes au Super League, ça fait 200-250 athlètes, 200 contrôles. Si on prend la Challenge League, le sport, tout ce qui a le côté féminin, l'équipe nationale, ben, on n'a pas assez. Aujourd'hui, Grégory Carlon prend part à cette simulation de contrôle. Pour Antidoping Suisse, les critères de sélection des athlètes sont divers et variés. Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, ça peut être des joueurs qui jouent régulièrement 90 minutes, ça peut être un joueur qui sort de blessure. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte et puis on sélectionne selon ça. Il y a aussi des athlètes qui sont des fois tirés au sort, ou on peut aussi dire le premier buteur du match. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs points de vue qu'on peut avoir pour ça. Du coup, c'est short sur les chevilles, culotte sur les chevilles, le t-shirt relevé, et puis après, vous pouvez produire l'échantillon. Durant l'entier du processus, le contrôleur a la responsabilité de garder le sportif en visu en permanence. C'est non-stop, donc en principe on les fait aller dans la salle de contrôle, il y a une salle d'attente. Après, s'il y a une conférence de presse ou une interview, ou si un athlète va aller voir sa famille qui est venue jusqu'à Lugano pour le voir jouer, ben là, on va avec eux, mais on les suit. Vous pouvez choisir une boîte, contrôler qu'il n'y a pas de trou. Dès lors, l'athlète est la seule personne à manipuler les échantillons afin d'exclure tout soupçon de falsification. Pour cette simulation, nous utilisons du jus de pomme. L'échantillon A sera envoyé au laboratoire pour analyse, tandis que l'échantillon B est lui conservé pour une seconde analyse si l'athlète était contrôlé positif. Chaque sportif est responsable des substances retrouvées dans son urine ou dans son sang. C'est pourquoi la Fondation Antidoping Suisse donne régulièrement des séances d'information dans les clubs. Nous, on est très actifs dans la prévention. On essaie de faire un maximum pour briefer les athlètes en fait, en amont des compétitions, des championnats. Typiquement dans le football, on vient une fois par année, on vient dans les clubs pour leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'au niveau mondial, 2% d'analyses se révèlent positives, c'est le cas en Suisse aussi. Ces contrôles sont financés par Suisse Olympique et la Confédération pour un budget total de 4,8 millions par année pour l'ensemble des disciplines suivies par Antidoping Suisse. Je mets encore la date d'aujourd'hui, l'heure de fin. Et
encore lire et puis après signer. Si les résultats devaient s'avérer positifs, l'athlète serait averti, puis le dossier déposé auprès de la chambre disciplinaire de Suisse olympique pour être jugé. Voilà pour cette simulation dans les entrailles d'un contrôle antidoping. Nous reste à remercier le FC Thun et Grégory Carlen qui ont bien voulu jouer le jeu. On va passer au résumé du week-end et en Super League. L'on vivait hier soir le quatrième et dernier derby zurichois. Et enfin, Getse a fait un point dans un derby cette saison. Oui, c'est vrai, défait 3 fois par le FC Zurich jusqu'à maintenant. Grâce au père a récolté son premier point hier soir lors du 4e derby de la Limat. Et pourtant, ce sont les visiteurs qui prennent les devants en premier dans ce match. À la suite d'une belle accélération, Hassan Cissé décroche une frappe puissante qui rentre dans le but de Lidner avec l'aide du poteau. 4e réussite de la saison pour l'ancien attaquant de Lugano. On revoit la frappe et le poteau qui permet au ballon de rentrer dans le but. Quelques minutes plus tard, le FCZ de Ludovic Magnin aurait pu prendre 2 buts d'avance, mais la frappe de Sertic est repoussée par le montant du gardien autrichien. Mais logiquement, sur l'ensemble du match, Getse va obtenir le nul dans cette partie. Sur un centre de Pusic, Ravet peut reprendre le ballon de sa côte droite et marquer son premier but avec les Sauterelles depuis son arrivée cet hiver. Steve, on peut le dire, c'est un bon point pour Grasshopper, mais alors toujours pas de succès pour le FC Zurich. Ouais, ça se complique de plus en plus. Effectivement, c'est un bon point, d'autant plus que vous êtes mené, qu'il y a quand même une situation un peu litigieuse. Pour moi, Durisin ici est hors jeu, donc au final, Getse est content d'obtenir un point. Est-ce que ça suffira? J'ai beaucoup de doutes. Vincent, vous avez affronté Getse il n'y a pas longtemps. Comment vous avez trouvé cette équipe qui vient justement de changer d'entraîneur? Non, je pense qu'en première mi-temps, ils nous ont mis beaucoup d'impact physique. Ils ont vraiment essayé de nous empêcher de jouer. Et en deuxième mi-temps, par contre, on a réussi à prendre le dessus. Et là, ils nous ont vraiment attendu très bas. Et ils ont essayé de nous laisser peu d'espace. Et là, il nous a manqué ce brin de réussite parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'occasions. Donc on sent que c'est une équipe qui est dans une période difficile. Justement, c'est 13 matchs sans la moindre victoire maintenant pour Getse. Alors que pour le FC Zurich, c'est un seul succès lors des 7 dernières rencontres. Autre match de ce samedi soir, c'est Xamax qui recevait Neuchâtel Xamax. Une rencontre équilibrée en première période et tout va s'enchaîner dès la reprise avec un Neuchâtel Xamax plus entreprenant qui va se créer une double occasion par l'intermédiaire d'Afimiko Pouloulou. On va retrouver à chaque fois Nuzzolo au service. C'est la première fois de la soirée que la barre transversale de Stojanovic vient à la rescousse du portier sagallois. Comment vous avez vécu ce début de deuxième mi-temps, Tony Truand des Neuchâtelois, qui vous ont quand même bousculé avec Pouloulou là, qui manque l'immanquable? Non, ils ont commencé vraiment très fort cette deuxième mi-temps. Directement, presque à l'engagement, ils ont eu cette latte. Donc, et là, ensuite, sur ce contre où Pouloulou aurait dû mettre le 1-0. Non, les 15 premières minutes de la deuxième ont été compliquées pour nous. Steve, on va assister au tournant du match. 55e minute, faute de Luschinger sur Gomez. Et le tir au but de Nuzzolo qui est manqué. Oui, alors il est effectivement mal tiré parce qu'il est vraiment à la bonne hauteur idéale pour le gardien Stojanovic, à 60-70 cm du sol. Donc voilà. Et Neuchâtel qui va se faire punir. Très belle action initiée par Hashimeru, déviation Bakayoko et frappe chirurgicale de Kuteza. 4e but pour lui, il reste un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Neuchâtel Xamax qui va tout de même montrer du moral et réagir dans la fin de partie avec la tête de Hoche qui s'écrase sur la barre transversale. Stojanovic glisse du bout des doigts ce ballon. Ademi qui rate quand même une action assez improbable. Vous le voyez, il reste moins de 5 minutes de jeu. Et dans les arrêts de jeu, Stojanovic qui va faire un arrêt assez énorme devant Pouloulou. Finalement, c'est Sagal qui s'impose donc 1-0. 4e succès de Sagal contre Neuchâtel Xamax. Vincent, si on vous dit que ce sont 3 points heureux, vous partagez notre avis? Non, je pense qu'on peut s'estimer heureux avec ces 3 points. Je pense que le match nul aurait été juste pour les deux équipes. Après, voilà, comme ça fait partie du football. Parfois, tu as de la réussite, parfois, tu en as moins. Nous, sur les 2 derniers matchs, on avait eu peu de réussite. À Young Boys, on aurait pu prendre 1, voire 3 points. Et
qu'on guette ces 3 points. Ça n'avait pas été le cas les 2 matchs. Et là, il faut le dire qu'on a eu cette chance et on a eu un grand gardien qui nous a sauvés hier. Votre entraîneur veut faire savoir à qui veut l'entendre que vous visez la 8e place. C'est un peu la méthode Giroud, non? Juste assurer son maintien. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on vise la 8e place. C'est clair qu'on aimerait finir dans les places européennes. Et comme on peut le constater, le classement est vraiment très serré. Après, on l'a vu hier qu'on était à 6 points de Neuchâtel, que s'ils gagnaient, ils revenaient à 3 points. Là, on les met à 9 points et on se retrouve 4e, maintenant 5e avec Sion. Mais tout est très, très serré. Donc, tout est jouable. Et nous, bien sûr qu'on est tous ambitieux. On aimerait tous finir dans les places européennes. Steve Amos sur Neuchâtel-Xamax, c'est quand même une belle occasion de manquer parce qu'il y avait la place pour, au minimum, engranger un point hier soir. Oui, clairement, hier soir, compte tenu des occasions manquées par les Neuchâtelois, ils peuvent avoir énormément de regrets s'ils ont mal dormi lors du retour du voyage à Lugano parce qu'ils sont arrivés très, très tard. Je pense que hier soir, ils n'ont pas dû trouver le sommeil compte tenu du nombre d'occasions manquées par les Neuchâtelois. Et on le verra avec vous, Laurent, en fin d'émission. L'opération comptable est donc réalisée pour Grâce au Père au terme de cette 28e journée. Vincent, vous découvrez Tourbillon d'une manière assez particulière. Vous aimez bien raconter cette anecdote avec votre grand-papa. Vous, le Sierrois, qui avait commencé le football à Sierre et qui ensuite avait atterri dans le mouvement junior de Sion. C'est une anecdote assez sympathique. On aime le football dans la famille. Non, bien sûr, le football, c'est sacré dans la famille. Et que ce soit du côté de la famille de mon père ou de ma mère. Et là, c'est donc du côté de la famille de ma mère, son père qui nous a emmenés au stade avec mes 2 frères quand on était tout jeunes, à 4-5 ans. Et c'est là que j'ai connu pour la première fois Tourbillon. Et ensuite, on allait tout le temps au match, tous les week-ends quand il y avait. Ensuite, j'ai intégré le FC Sion et à partir de là, on recevait notre carte, notre abonnement. Chaque junior recevait son abonnement et on allait à tous les matchs. Vous teniez les pyros dans la main ou vous étiez sage dans le gradin nord? Ah ouais, j'étais dans le gradin nord, je chantais, mais je tenais pas encore les pyros. Mais des fois, j'étais quand même un sang chaud. Des fois, j'allais vers les grillages, mais c'était un peu... Ouais, c'était mon club de cœur et je le soutenais, quoi. Vous êtes parti à Payerne, dans le centre de formation de la SF, et il y a cette anecdote assez incroyable. On vous a fait passer à un test auprès d'un médecin spécialisé pour des problèmes de croissance. Aujourd'hui, vous mesurez combien? 1,85 m à peu près? Exactement, 1,87 m, je mesure. Non, c'est que j'ai été très longtemps le plus petit. J'avais un retard de croissance, donc c'était toujours spécial. Parce que il y en a quelques-uns du côté de Barcelone, ils s'en sortent bien avec des problèmes de croissance. Hein, exact, peut-être ça aide, mais j'étais toujours le plus petit de mon équipe et je pense que ça m'a aidé parce que physiquement j'étais bien plus faible, donc j'ai toujours dû compenser par la technique ou la vision du jeu. Et ensuite, d'un coup, à 16 ans, j'ai grandi et là, je me suis retrouvé un des plus grands de l'équipe. Et ouais, tout le monde était surpris quand ils ont dû lever la tête parce qu'avant, ils baissaient la tête pour me regarder. Vos débuts au RSL, c'est à 19 ans que vous les faites, sous les ordres de Didier Tolo, en fin de saison 2015. Vous avez vécu de près le 13e sacre du FC Sion. Vous n'étiez pas sur la feuille de match, vous étiez avec l'équipe. Vous avez quand même pu savourer ce moment particulier pour tout le peuple valaisan. Oui, franchement, je garde un souvenir vraiment exceptionnel. Parce que j'avais fait ma première rentrée un mois avant la finale et ensuite je m'entraînais tout le temps avec l'équipe. Et on savait la pression qu'il y avait pour ce match parce que c'était la 13e finale. Tout le monde voulait cette 13e étoile comme on le sait pour le drapeau valaisan. Et tout le monde disait que c'était impossible parce que ces balles et le FC Bâle de l'époque était invincible. Surtout à Bâle, pour Sion. Surtout à Bâle, justement. Et on a fait cette préparation. 4 jours, je suis parti avec l'équipe. Et on est rentré dans ce mood avec le président où tu te sens invincible. Et là, c'était un match, le plus beau match que j'ai vu de ma vie du FC Sion, où tout réussissait, où on était invincible. Il y avait 3/4 de public valaisan, l'ambiance était incroyable. Et non, même si j'ai pas joué, je l'ai vécu de tout proche. Et c'était vraiment un moment magique. Ouais. Alors justement, selon l'entraîneur qui vous a lancé en Super League, il nous a dit que vous aviez encore besoin de muscler votre jeu à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Non, je pense qu'à l'époque, moi, j'étais un peu plus frêle. Et là, je pense qu'ensuite, avec Tolo, justement, j'avais eu une période où il m'a fait moins jouer parce qu'il disait justement que je devais travailler là-dessus. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et à partir de ça, il m'avait redonné ma chance. Et là, j'avais commencé à jouer continuellement. Et c'est là que j'avais progressé dans le domaine, je pense. Alors, il a aussi dit qu'il avait une très bonne technique, une intelligence de jeu et une très bonne première passe.
Vous avez grandi dans le Gradin Nord. C'est aussi devant ce Gradin Nord que vous avez marqué votre premier but de pro, enfin de joueur de Super League. On le revoit, c'est face à Thun. Cacahuète pris des 18 mètres. Quel souvenir vous en gardez? Non, aussi, c'est un de mes plus beaux souvenirs de footballeur, je pense, parce que voilà, c'est le premier but, on s'en souvient toujours. Et en plus, face au Gradin Nord, c'était une belle frappe du pied gauche. Et je m'y attendais pas. Donc, voir la réaction du Gradin Nord, en connaissant l'autre situation quand tu es dans le gradin et là de se retrouver sur le terrain et de faire vibrer, c'était magnifique. Exit Tolo, hein, parce qu'à Sion, ça va vite. Vous avez connu votre premier changement d'entraîneur dans l'élite du football. Comment on le vit en tant que jeune joueur dans le vestiaire? Je dirais que j'étais assez serein parce que là, je venais d'enchaîner avec Tolo une vingtaine de matchs, 25 matchs. Et j'avais fait vraiment des bonnes performances. Et directement, Zeidler est arrivé et puis il m'a directement conforté. Il m'a dit qu'il avait suivi les derniers matchs et qu'il comptait sur moi comme un joueur important. Donc ça m'a permis de poursuivre ma progression. Ensuite, vous faites 6 mois avec Peter Zeidler et il y a quand même ce départ. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur ce départ parce qu'il a surpris beaucoup de monde en Valais. Mercato d'hiver, on dit pour un joueur, un jeune joueur, c'est pas forcément la période idéale pour se mettre en valeur quand on part à l'étranger. Vous partez à Freiburg, vous signez pour une longue durée. Comment avez-vous... Est-ce qu'elle était évidente, cette décision pour vous à ce moment-là de la saison? Non, bien sûr que non, elle n'était pas évidente parce que moi, je me voyais continuer la saison au FC Sion. Et ensuite, est arrivée cette proposition. Et moi, c'est surtout le projet qui a été vraiment très, très intéressant pour moi. C'est un club qui m'a suivi, qui est venu me voir 15 fois en live. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont suivi pendant plus de 6 mois. Et ils ont eu vraiment un discours très, très intéressant. Et l'idée, comme on sait, en hiver, c'est plus compliqué. C'était vraiment pour m'acclimater et pour arriver ensuite la saison d'été, donc la suivante, d'être à 100% et de pouvoir vraiment l'attaquer et de pouvoir être prêt pour la Bundesliga. Le problème, c'est qu'à votre arrivée, vous vous blessez. Hein, donc vous avez déjà une blessure en février et puis ensuite vous vous blessez encore pendant 2 mois lors de la saison suivante. C'est ça peut-être le plus dur pour vous, c'est que vous n'avez jamais pu vraiment vous intégrer au sein de ce collectif de Fribourg. Oui, c'est clair qu'on dit toujours dans le foot il faut de la chance. Et là, je pense qu'il m'en a manqué. Et ça joue toujours à des détails. Et là, j'ai effectué mon premier match, c'était contre Dortmund à domicile, où je commence très bien mon match. Et je fais un mouvement comme je le fais toujours pour défendre. Et là, je sens quelque chose dans ma jambe que ce n'est pas normal. Alors, je me dis que c'est rien. Je continue les 2 minutes suivantes et je remarque que c'est déchiré. Donc, je dois sortir. Et ensuite, je fais 2 mois d'arrêt. Donc, bien sûr que si ce jour-là, ça ne s'était pas passé comme ça et que j'avais pu terminer le match, peut-être j'aurais pu avoir 10 matchs de Bundesliga dans les jambes ensuite. Mais... Donc là, ça s'est joué à des petits détails. Là, malheureusement, ma santé ne m'a pas aidé dans ma situation à Freiburg. Et maintenant, voilà, ça fait partie du football et il faut toujours espérer déjà que la santé soit là. 18 mois de galère. Et du coup, ce pas de retrait que vous avez le courage de faire à l'été dernier, hein, vous êtes prêté à Saint-Gall. Est-ce qu'il a été facilité par rapport à l'entraîneur qui était sur le banc du FC Saint-Gall et que vous connaissiez très bien, Peter Zeidler? Oui, bien évidemment, c'est ça qui m'a fait venir justement à Saint-Gall, parce que j'avais d'autres propositions en Allemagne. Et le fait que Zeidler soit là, sa façon de jouer, le fait qu'il me veuille absolument, et pour moi, c'est ça que j'avais besoin. Parce qu'on arrive à la fin de la saison et j'avais donc joué 5 matchs avec Freiburg. Bien sûr qu'eux voulaient que je reste, enfin, eux étaient contents que je reste avec dans l'effectif. Mais on a discuté ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qui est le meilleur pour ta progression? Peut-être tu vas faire 15 matchs cette saison, mais on ne peut rien te promettre. Donc si tu vas refaire cette saison et que tu vas faire 5 matchs, pour ta progression, c'est pas bien. Donc à partir de là, moi, je voulais vraiment jouer continuellement cette saison pour progresser. Et là, il y a eu cette option de Saint-Gall avec Zeidler qui me voulait absolument. Et moi, j'avais besoin de ça, d'un entraîneur qui mise sur moi. Et donc ça s'est fait en grande partie grâce à ça. Actuellement, c'est votre meilleure saison sur le plan comptable avec 10 buts et 3 passes décisives. Mais quel est votre poste préféré? Est-ce que vous aimez jouer en 6, en 8 ou en 10, par exemple? Non, moi, je pense que mon poste préféré, c'est vraiment celui que j'occupe actuellement en numéro 8. Je pense que je suis un véritable box-to-box parce que j'ai le potentiel physique pour aller défendre, faire les couvertures, gagner les duels et ensuite me projeter vers l'avant. Et c'est ça vraiment le poste dans lequel je me sens le mieux. Après, j'aime aussi jouer en numéro 6, c'est un poste différent. Mais j'ai toujours aimé me retrouver dans des bonnes situations devant le but et c'est pour ça que j'aime aussi
ce poste de numéro 8. Vous vivez donc une renaissance actuellement sous le maillot de Sagal, mais l'avenir, c'est quoi? Vous êtes sous contrat jusqu'en 2021 avec Freiburg. Vous avez des contacts avec les dirigeants allemands? Oui, j'ai eu des contacts. Ils avaient aussi la possibilité de me faire revenir cet hiver. Mais ça, ils voulaient cette option s'il y avait des blessés pour ne pas devoir engager quelqu'un, acheter quelqu'un. Ils avaient l'option de me faire revenir. Après, comme on avait dit, l'idée, c'était vraiment de faire toute la saison, d'enchaîner les matchs. Et ensuite, on verra à la fin de la saison. Mais vous, pour l'année prochaine, vous voyez vraiment aller tenter cette chance en Bundesliga? On parle aussi de l'Olympique de Marseille. Ouais, moi, j'appartiens toujours à Freiburg en termes de contrat. Après, c'est clair que moi, ce que je veux, j'ai l'ambition, c'est de jouer. Je veux jouer, donc je veux un entraîneur qui mise sur moi. Si c'est le cas à Freiburg, ça sera à Freiburg. Et sinon ça sera peut-être ailleurs. C'est vrai que c'est intéressant, Steve, c'est que là, il est parti dans un petit club allemand. Est-ce que, par exemple, là, on parle de Marseille, mais peut-être un club comme Strasbourg ou Reims pourrait aussi être une solution pour lui, pour en tout cas avoir du temps de jeu à l'étranger? Toutes les solutions à l'étranger sont bonnes. S'il aime les copes, je peux vous dire qu'à Strasbourg, il y a un bon cop. Hein. Il y a de la bonne ambiance. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment que Vincent réfléchisse bien sur la suite à donner. Si vous regardez, il avait fait 34 matchs en Super League avant de partir. Et honnêtement, c'était peut-être un petit peu prématuré. Aujourd'hui, avec ses 25 matchs, il fait 10 buts, 3 assists. Est-ce que ce n'est pas maintenant le moment, justement, de repartir à l'étranger, mais dans un bon club? Vous ne nous en direz pas plus aujourd'hui parce que l'avenir est encore flou. Quand même un mot sur l'équipe suisse. Vous avez été membre éminent des moins de 21. Est-ce que ça reste sur votre plan de carrière une ambition, un objectif à atteindre? Non, bien sûr. Dans un premier temps, c'est un rêve, comme pour tout joueur, de pouvoir représenter son pays. Puis ensuite, bien sûr que c'est aussi une ambition, un objectif, parce que je pense que j'ai les qualités pour évoluer un jour dans cette équipe. Je connais les joueurs qui y sont, ils ont tous de très, très belles qualités et j'y ai joué avec eux, donc je sais que je ne suis pas loin de ce niveau. Après, prétendre maintenant à une place, ça serait un peu ambitieux, mais je sais que ça passe par des très bonnes performances et à partir de là, je me fais voir et j'espère un jour pouvoir être sélectionneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, mais on écouterait Vincent parler encore pendant une heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a notamment joué avec Nico Elvedi, avec les moins de 20 ans, et quand on voit ce que fait maintenant Nico Elvedi, en effet, il y a peut-être de la place bientôt pour Vincent Siro en équipe nationale. On doit quand même enchaîner, puisqu'il y a encore des matchs à voir ou revoir, si vous étiez avec nous en début d'après-midi. On va parler d'un club qui vous est cher, Vincent, c'est le FC Sion, qui avait la possibilité de ponctuer une semaine anglaise par une 3e victoire en recevant Lucerne, qui, lui, n'avait pas joué ce jeudi. Ça va partir très vite avec un but qui va tomber du pied droit de Leniani. Long coup de bâton avant de Naetske, duel gagné par Uldrikis. Leniani qui tente sa chance et qui bat Tsiboum. C'est 1-0 déjà. Steve, on a parlé des Lucernois qui étaient peut-être pas concentrés. Du côté valaisan, ça montre quand même une confiance retrouvée, ce but précoce. Du football simple, une longue balle de Nietske pour Uldrikis qui utilise sa taille dans le duel. Et puis Leniani qui est en pleine fine actuellement, qui frappe du droite et qui profite d'un espace créé par Kazami. Et c'était 1-0 après 10 secondes. On a longtemps ergoté 10 ou 11 secondes. Eh bien, ça a été validé par la Swiss Football League. Ce but est tombé officiellement après 10 secondes et ça devient le record de la Super League avec, eh bien oui, c'est pas le même match, c'est la même équipe. C'est Moussa Konaté qui, en 2015, sur un bon service de Carlitos, avait trouvé la faille face à Sagal après 10 secondes. Konaté qui va signer un triplé dans cette partie, remportée 3-0 par le FC Sagal. C'était un mois avant votre première dans le cadre de la première équipe, toujours sous les ordres de Didier Tolo et Vincent Siro. Voilà pour la parenthèse historique, le 1-0 du FC Sion qui ne va pas faire long feu parce qu'à la 9e minute, les Lucernois vont bien réagir avec une action d'école. Schwegler, Schurf et la conclusion signée Vargas. Tout est parfait du côté lucernois, Steve. Oui, un petit peu moins du côté valaisan où Nietske, Kouassi et Dzok et Gergic sont très espacés, ce qui donne beaucoup d'espace pour une passe facile de Schwegler dans la profondeur. On revoit effectivement cette longue passe diagonale qui transperce tout le système défensif et Vargas qui inscrit son 5e but de la saison. Deuxième mi-temps qui sera largement à l'avantage des Lucernois. Percé Deleke et Schnevely
qui manque la balle du 1-2, seul sur le renvoi de Kevin Fickencher. On a quand même senti des Valaisans très en dedans en ce début de deuxième mi-temps. Et là, Vincent Sierot, ça va vous faire plaisir. Cet arrêt de Kevin Fickencher, l'un de vos amis du vestiaire valaisan. Un mot sur cet arrêt? C'est un coup de bol? Non, c'est un magnifique arrêt. Après, Kevin est vraiment très fort sur sa ligne et il le prouve là une fois de plus. Il ne pourra rien sur le corner de la 63e minute qui va permettre à Lucerne, par l'intermédiaire d'Eleke, le Nigérian, qui va profiter du bon service de son capitaine. Schnevely, à ce moment-là, Sion était quand même au plus mal. Oui, mais alors à noter quand même que c'est Nietzsche qui malheureusement remet la balle de la tête dans le faux sens. Et puis là, Eleke qui de finesse et de culot talonne pour trouver le but de Fickencher. Et le FC Sion qui ne va pas douter longtemps avec un centre venu de Leniani, une nouvelle fois important et décisif dans le dispositif valaisan. Et c'est Uldrikis qui, depuis quelques semaines, Steve, abat un énorme travail mais n'a jamais vraiment été récompensé. C'est un peu ce qui lui manque, marquer des buts à Uldrikis. Ouais, et puis là, il est super important. Début de l'action, c'est lui qui a dos tourné, qui la met en retrait. On le joue ensuite sur la droite, sur les Yanni. Donc, un joueur qui trouve sa place gentiment dans le système Yakin. Et la balle de match pour Schurf qui échoue une nouvelle fois. Fickencher, homme du match du côté valaisan. Clairement, parce que là, il fait quand même un bel arrêt du bras droite, même si Schurf n'est peut-être pas le joueur le plus fin de notre championnat, mais quand même un joueur qui a mis quelques goals. Et au final, un point qui semble logique de part et d'autre. Sion qui se déplacera dimanche prochain du côté de Lugano. Tiens, un adversaire direct une nouvelle fois de plus pour les places européennes. Enfin, ils le sont quasiment tous, les adversaires directs pour les places européennes dans ce championnat. Tellement serré. Eh bien, on parlait de lui comme l'homme du match. Écoutons-le tout de suite au micro de Mike Pérez. Kevin Fickencher, c'est un bon point de prix par le FC Sion ce soir. Oui, je pense. Je pense que si on regarde le match, on peut être satisfait avec ce point. On était un peu fatigué, je pense que ça s'est un petit peu vu aussi aujourd'hui. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout. Et puis aussi, on est tombé sur une bonne équipe de Lucerne, donc je pense que ce point est bon. C'est dommage de constater qu'il a presque fallu ce but de Lucerne, ce 2-1, pour vous réveiller, pour vous titiller un peu. Ouais, des fois c'est comme ça, c'est les matchs, c'est comme ça, on ne choisit pas. Maintenant, je pense qu'on a montré du caractère aujourd'hui, c'était pas facile. Comme j'ai dit, on est tombé sur une bonne équipe de Lucerne aussi, il faut le souligner. Et voilà, maintenant, ce point est pris, c'est bien. On reste sur une série positive, c'est le plus important. Et voilà, il va falloir récupérer et il y a encore des matchs derrière. Et on voit que le duel avec Eleke a laissé quelques traces. Vincent, juste un mot, enchaîner ces matchs, on dit que vous préférez jouer les joueurs tous les 3 jours, mais hier soir, vous avez senti quand même de la fatigue dans l'organisme. Moi, je me suis senti franchement assez bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un trou. Nous, on a eu un trou justement au début de deuxième mi-temps où on s'est senti un peu fatigué. Et par contre, après, en fin de match, c'est revenu. Et c'est clair que tout footballeur adore jouer vraiment tous les 3 jours. Et là pour nous, c'était une belle semaine. Hein. Steve, aujourd'hui, sur cette deuxième mi-temps, on avait le sentiment, en visionnant la partie, que Lucerne avait plus de fraîcheur. Vargas et Eleke mettaient régulièrement Sion en difficulté. Oui, mais ça peut quand même s'expliquer. Jusqu'à maintenant, il y avait eu un très gros tournus et brassage du côté de Sion. Finalement, chaque joueur avait relativement peu de temps de jeu. Et puis, depuis 3-4 matchs, il met joliment la même équipe, ce qui fait que peut-être les joueurs ont senti un petit peu de fatigue sur cette deuxième mi-temps dans une semaine anglaise. Une réaction, c'est celle du capitaine lucernois Christian Schnevely, toujours au micro de Mike Pérez. Christian Schnevely, est-ce que du côté de Lucerne, on est déçu après ce match nul? Ouais, quand on est mené 1-0 après 10 secondes et puis on fait un match comme ça, c'est clair, on a bien réagi, mais on a mal commencé. Mais à la fin, on a un point à l'extérieur, puis même si on a eu des grosses occasions, puis on n'a pas marqué, mais un point à l'extérieur, même à Sion, c'est bon. Surtout que si on restait sur une série très positive, hein, donc finalement, arriver à les contrer, c'est ce que vous retirez de positif? Oui, bien sûr, mais à la fin, ça fait mal un peu les occasions qu'on a manquées, mais quand même, ils ont une bonne équipe. Avec l'attaquant, ils font un jeu différent quand même, comme ils ont joué en premier tour. Mais voilà, on a bien défendu, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont marqué 2 buts. Puis ouais, c'était un peu facile. Et Lucerne, mine de rien, qui rattrapera son calendrier mercredi en recevant Young Boys. Steve, ça peut être un match
important et qui compte. Et les Lucernois l'ont déjà fait, battre IB sur leur pelouse. Oui, mais je pense qu'il va surtout compter pour Xamax, qui va jouer Lucerne quelques jours après ce match. Et jouer IB actuellement, ce n'est pas un cadeau. On espère que ça laisse quelques traces physiquement et que Xamax puisse en bénéficier dans une semaine. On enchaîne avec une des belles affiches de cette 28e journée. On attendait beaucoup de ce derby bernois. Le 4e, vous l'aviez dit à la pause du match, il n'y a pas eu de match. Non, en effet, malheureusement pour les Tounois, il n'y a pas eu de derby bernois aujourd'hui du côté du Stade de Suisse. Il n'y a eu qu'une seule équipe, ce sont les Young Boys de Berne. On va voir ça dès la 5e minute de jeu avec l'ouverture du score. Waro pour Shaw, le défenseur central de Thun, qui sort sans prendre le ballon. Et l'international suisse qui croise parfaitement sa frappe pour sa deuxième réussite de la saison. Et là, on voit une petite erreur quand même du défenseur central qui laisse un gros espace ensuite où Shaw profite. 11e minute, action à 3 avec Fastnart pour Chic qui va pouvoir centrer pour Waro. Le Français contrôle de la cuisse et enchaîne derrière juste devant Fèvre. C'est son 17e but de la saison. Un petit peu de réussite, mais voilà, avec des jambes tentaculaires. Malgré un contrôle du genou relativement approximatif, Waro arrive à graver la marque et surtout prendre définitivement la tête du classement des buteurs. 22e minute, récupération de Benito au milieu de terrain. Il va pouvoir servir Lauper qui va pouvoir marquer contre son ancienne équipe et inscrire là sa première réussite de la saison. Ouais, profiter du mauvais quart d'heure de Stillart, là qui perd la balle au milieu de terrain et puis derrière, voilà, c'est le festival, ce festival qui continue. On voit qu'on sait profiter des terrains synthétiques, une frappe au sol décroisée. Oui, et c'est pas terminé. 39e minute, un centre encore une fois de Benito qui va passer devant tout le monde. Ngamele va pouvoir contrôler et frapper extrêmement fort au premier poteau. Et en plus, ce ballon est légèrement dévié. C'est son 8e de la saison. Et entre deux, il y a eu encore quelques arrêts de Fèvre, donc le résultat aurait pu être bien plus grave. Et pour la 30e fois quand même de la saison, Thun va réussir à marquer au moins un but dans une rencontre. 51e minute avec une passe suicidaire de Chic pour von Bergen. Ça profite à Salanovic qui d'un joli petit pointu peut battre von Balmos. Exactement. Un IB qui peut-être lui a profité de ses jours de congé cette semaine puisqu'il n'a pas joué jeudi. Mais honnêtement en avant-match, on craignait le pire. IB qui a beaucoup de réussite offensivement et puis il faut bien l'avouer, actuellement Thun qui est dans une dynamique compliquée. Et ça sera même 5-1 dans cette rencontre. 61e minute, centre de Benito pour sa 3e passe décisive et qui va trouver la tête de Waro. Magnifique élévation et 5e doublé de la saison. Lui qui s'était fait l'auteur déjà d'un triplé, je suis désolé Vincent, contre Saint-Gall dimanche dernier. Et donc c'est 5-1. Steve, Thun a essayé un nouveau système, le 3-5-2. On ne peut pas dire que ça a fonctionné. Je pense qu'ils vont plus réessayer. Mais bon, on ne peut pas dire que Schneider avait vu faux. Il a essayé de cadenasser un peu cet axe de sa défense, sachant que Ediger est absent et que son absence se fait ressentir actuellement du côté de Thun. Je crois qu'on ne va pas imputer le problème au système choisi par Schneider. Je crois qu'il y avait trop de qualité aujourd'hui en face de Thun. Et je viens de le dire, vous avez pris 3 buts de la part de Guillaume Moirot lors du dernier match contre Young Boys. C'est compliqué de défendre contre Guillaume Moirot. Non, je pense que c'est très compliqué. Je pense que c'est le meilleur élément de Super League. Il est capable de faire la différence à tout moment. Et ce qui est marrant, c'est que contre nous, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Et au final, il marque 3 goals. Donc, ouais, il faut vraiment lui laisser aucun espace et espérer qu'il soit dans un jour sans. Malheureusement, pour nous, ça n'a pas été le cas. Et pour IB, c'est donc le 58e match de suite avec au moins un but marqué. La dernière fois, c'était le 19 août 2017 contre Zurich, qui avait eu 0-0. Et un pas de plus fait vers son 13e titre national. Et on en a profité aujourd'hui pour effectuer une revue d'effectifs du côté de Gerardo Seoane. Jean-Pierre Nsamé a commencé sur le banc. Il a terminé la rencontre et on le retrouve logiquement à l'interview. Jean-Pierre Nsamé, victoire probante face à Thun 5-1, 27 matchs, 72 points, nouveau record. Eh ben, vous me l'apprenez, nouveau record. C'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter simplement sur des records. Il y a encore des points à prendre, des matchs à jouer. On a montré cet après-midi qu'on avait encore soif et qu'on voulait continuer cette belle série. Voilà, que dire de plus, une belle après-midi.
on marque 5 buts, on en prend un. On avait à cœur de faire un clean sheet cet après-midi, mais bon, il faut aussi reconnaître la qualité aussi de l'adversaire. C'est une erreur de notre part, mais c'est bien, il faut continuer comme ça et montrer qu'on est toujours présent. Contrairement au match face à Saint-Gall, vous avez démarré tambour battant. C'est une première mi-temps de rêve, d'exception avec un jeu extraordinaire. Oui. Ça, on a bien vu comment les partenaires ont commencé cette première mi-temps. Et puis nous, on s'est dit sur le banc qu'en commençant comme ça, on a juste vu les buts en fait s'enfiler les uns après les autres. Et on s'est rendu le match facile finalement. On s'est rendu le match facile en prenant cet adversaire directement à la gorge. Et puis on a vu que quand on met cette intensité-là, il y a très peu d'équipes qui peuvent nous résister. Forcément, quand on perd 5-1 dans le camp d'en face, c'est la soupe à la grimace. Preuve avec les réactions de Grégory Carlen. Grégory Carlen, lourde défaite ici à Berne chez le leader. Difficile à vivre. Première mi-temps, je pense que c'était une démonstration. Ils ont très bien joué, même devant le goal, ils étaient très forts. Après, à 4-0 à la mi-temps chez eux, c'est compliqué. On a essayé de montrer une réaction en deuxième mi-temps, mais c'était trop compliqué. Ce match aujourd'hui contre IB, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'il fallait, si j'ose dire, se refaire une santé. Pourquoi pas? Sauf que, oui, première mi-temps, on n'était pas là. Eux ont très bien joué, donc c'était plié à la mi-temps, quoi. Est-ce qu'il y a une baisse de morale générale ou bien le prochain match contre Saint-Gall, on repart comme avant? Non, je pense pas qu'il faut baisser les bras. Aujourd'hui, on est encore troisième. C'est vrai que ça fait un moment qu'on fait plus beaucoup de points, mais on est toujours troisième, donc aujourd'hui, on joue contre le meilleur de Suisse. On a compris ce que c'était et puis on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller gagner à Saint-Gall. Et le programme à venir, Laurent, du FC Thun, pourrait rendre la lutte pour la troisième place encore plus coriace. Oui, on va voir en tout cas où se situe Thun après les 3 prochains matchs qui arrivent, puisqu'en effet, ils vont affronter Saint-Gall, aller à Getse et ensuite aller à Lucerne. Mais tout d'abord, donc, ils vont vous affronter, Vincent. Et là, ça sera un adversaire direct déjà pour les Coupes d'Europe. Oui, bien sûr, c'est un match, comme on dit toujours, un match à 6 points. Là, ils sont à 3 points devant nous, donc pour nous, c'est l'occasion de revenir à égalité. J'espère qu'on aura l'occasion dimanche de montrer ça et de gagner ce match. Ouais. Et une occasion de faire plaisir à votre entraîneur et d'assurer vraiment cette 8e place en Super League. 2 équipes en forme, une en très grande forme même, c'est le FC Bâle qui recevait Lugano. C'est la dernière partie qu'on va vivre avec vous, Laurent. Oui, 11 matchs sans défaite actuellement pour le FC Bâle qui recevait donc le Lugano de Fabio Celestini. On va commencer par une image assez choquante, difficile à regarder. 26e minute avec ce choc tête contre tête entre Baumann et Balenta qui va rester au sol pendant quelques instants. Il va vouloir même rester au final sur le terrain. Il veut continuer à jouer, mais Fabio Celestini va prendre la décision de le remplacer et de mettre sur le terrain d'Acosta. Steve, c'est une bonne décision de la part de l'entraîneur vaudois. Sage décision, on a vu les polémiques après la blessure de Cher. Et je crois qu'un joueur a, par définition, pas toute sa tête après une commotion. Donc, je pense qu'on a vraiment une... Quel est votre avis, Vincent, là-dessus? Est-ce qu'il y a des protocoles commotion actuellement dans le foot? Est-ce qu'il faut les respecter au maximum? Je pense que dans un cas comme ça, c'était mieux qu'il sorte. Parce que bien sûr, là, il est dans l'adrénaline du match, dans les 5 minutes. Mais après, voilà, il n'était pas en mesure de jouer, je pense. Et là, on a besoin de vous, Steve. Carton rouge ou carton jaune contre Tchemert, qui fait donc une faute à l'extérieur des 16 mètres, avec la main sur l'épaule du Luganais et ne joue plus le ballon. Donc, selon le nouveau règlement, ça peut être carton rouge. Moi, je pense qu'il y a rouge, parce que pour moi, il y a 2 fautes dans cette même action. Il y a d'abord le pied qui va à l'encontre de la cuisse, et ensuite, il le retient. Donc, pour moi, s'il y a rouge, c'est pas un scandale. Et puis Lugano qui va ouvrir le score, 67e minute. Sadikou, laissé seul à 22 mètres, exécute une frappe magistrale. Cela faisait 292 minutes que Omlin n'avait plus été battu. Magnifique goal, récompensé, une prise de risque récompensée. Ouais, 2e but de la saison pour Sadikou, 75e minute, un corner de la gauche, Ayeti qui peut dévier au premier poteau, faute de main de la part de D'Acosta qui profite à Souris, qui marque là son 2e but en 3 matchs. En effet, D'Acosta, qui est un peu coutumier de petites erreurs, mais on ne lui en voudra pas. Il a dû rentrer dans le match, donc voilà. Gentil quand même. À noter qu'encore Ayeti a trouvé la transversale en toute fin de match de D'Acosta, mais c'était un petit match, mais un bon point, pris quand même encore une fois à l'extérieur par l'équipe de Fabio Celestini.
Fabio aime bien aller jouer à Bâle. Il avait failli créer quelquefois le miracle hein, avec Lausanne lorsqu'il se déplaçait à Bâle. Ouais, ça fait maintenant 6 matchs de suite quand même que Lugano n'a plus perdu. Pour vous, Vincent, quel est plutôt votre regard sur ce FC Bâle actuel qui, par contre, n'a plus perdu depuis 12 matchs? Non, je pense qu'on peut constater qu'ils ont retrouvé un peu leur forme, qu'en début de saison, c'était beaucoup plus compliqué pour eux et que maintenant, avec les joueurs de l'expérience qu'ils ont, ils ont réussi à retrouver un peu cette qualité. Après, il reste quand même encore en dessous de d'IB. Ouais. Lugano qui sera le prochain adversaire, notamment du FC Sion. Et Fabio Celestini, on le retrouve à l'interview au micro de Vincent Rigolet. Fabio, vous faites un gros match, vous ramenez un point de balle, mais au vu des événements de la partie, vous avez des regrets? Oui, après il faut aussi être honnête par rapport au match. La première mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés à sortir le ballon proprement. Ils nous ont vraiment beaucoup pressés, même s'ils n'ont pas vraiment été dangereux, à part un dernier ballon, il me semble, à la 45e avec Samy. Le match était un peu plus pour Bâle que pour nous. Mais c'est vrai que très peu d'occasions de but aussi de la part du FC Bâle. Donc du moment qu'on a ouvert le score, on pensait effectivement avoir fait le plus dur. Et je crois que sur la fin, on avait même eu quelques contre-attaques intéressantes. Et voilà, c'est dommage. On sentait qu'il fallait un peu une petite erreur de notre part pour pouvoir pas partir aujourd'hui de Bâle avec 3 points. Et malheureusement, voilà, sur une balle arrêtée, on s'est fait avoir. Mais je suis très content du point qu'on a fait ce soir. Vous parliez avant la partie de la dangerosité de Bâle sur coup de pied arrêté. Ben justement, ça se confirme. Pourtant, on imagine que vous l'avez bien travaillé, quoi. Oui, bon, mais si on voit le but, je crois que ça n'a pas été forcément très bien joué du FC Bâle. Voilà, il y a une petite erreur. On sait qu'on repousse le ballon juste devant et ils font but. Ça peut arriver sur un centre, sur un corner, sur une frappe, sur n'importe quoi. Donc je veux dire, voilà, on a fait une petite erreur. Ça aurait pu être une autre erreur d'un autre joueur et malheureusement ça nous a coûté 2 points. Mais voilà, ça fait le 6e match qu'on ne perd pas. Et à part le premier match à Thun, on sait que vraiment l'équipe elle a pas bien joué. On a perdu 3-1. Le seul match qu'on a perdu après, c'est IB à 96e sur une contre-attaque. Donc je suis vraiment très content de ce qui se passe en 2019. On grandit et donc voilà, je pense que c'est un bon point. Des rebondissements, du suspense, du spectacle, des buts. On va récapituler tout ça. Un peu de comptabilité avec vous, Laurent. On va faire ça sans autre, avec 15 buts inscrits sur l'ensemble du week-end. 3 pour le samedi et puis donc 12 pour le dimanche, avec le succès de Saint-Gall à l'extérieur. Et puis la victoire de Young Boys contre Thun à domicile. Sinon 2 matchs nuls entre Grasshopper et Zurich, Sion et Lucerne, et Bâle et Lugano. Au classement, ce qui est intéressant, c'est surtout les places européennes. Si on regarde entre le FC Zurich qui a Saint-Gall qui a 35 points, et Lugano qui en a 33, il y a 2 points d'écart entre 5 formations. Neuchâtel n'a plus que 5 points d'avance sur Grasshopper. Et puis en tête, bien sûr, maintenant c'est 20 points d'avance pour Young Boys sur Bâle. Et on précisera une nouvelle fois que les 3 points encore emballants dans l'affaire Sion-Grasshopper ne sont toujours pas comptabilisés. Guettier qui a jusqu'à demain soir, minuit, 5 jours, oui, mais on ne compte pas le dimanche dans les délais de recours. Et selon nos sources, eh bien, Grasshopper devrait faire recours, non pas tellement pour l'aspect du forfait, mais plus sur le montant de l'amende. Donc ça différera encore la probable comptabilisation des 3 points valaisans. Par contre, 38 points pour le 3e, 33 pour le 8e. C'est un championnat assez fou à disputer quand même. Non, ça c'est clair et je pense que ça rend la chose intéressante, que toutes les équipes sont concernées, à part IB qui est tout en haut et Bâle qui finira 2e. Donc il y a vraiment beaucoup d'équipes. On est donc 5 équipes pour les places européennes et ensuite au fond avec Neuchâtel n'est pas loin non plus. Donc ça rend quand même la chose intéressante. Je pense jusqu'à la dernière journée, ça va être très intéressant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que quand on se qualifie pour une Coupe d'Europe, ça allait un petit peu plus loin que d'habitude, notamment du côté de Saint-Gall. Ouais, c'est clair que je pense au cours des dernières années, ça a été assez décevant les clubs suisses. Et j'espère que les saisons prochaines, ça sera mieux, quoi. Steve, brièvement, avec 7 points de retard, Xamax doit sauver son barrage. C'est difficile d'aller chercher la 8e place. Ça, c'est compliqué depuis hier soir, c'est sûr. De toute façon, hein, Stéphane Anchaud le dit régulièrement, c'est match après match. Et puis, de toute façon, dans le pire des cas, ils doivent préparer leur barrage. Donc,
autant qu'ils arrivent avec une dynamique, un maximum de victoires dans la besace pour préparer leur barrage. Il reste 8 matchs, messieurs. Je vous propose de découvrir la 29e journée avec ce tableau. On n'oubliera pas le match à rattraper qui se déroulera mercredi soir entre Lucerne et Young Boys. Et Young Boys qui pourrait devenir champion suisse dimanche prochain sur la pelouse du FC Zurich. On signalera encore donc Lugano-Sion, Saint-Gall qui se déplace à Thun et samedi soir Lucerne qui enchaînera donc un 3e match dans la même semaine qui accueillera le FC Saint-Gall. Pour ne rien manquer de ce sprint final, vous en avez pris la bonne habitude, offrez-vous un match au stade. Allez visiter notre page Facebook Téléclub Sport Romandie, vous y trouverez tous les renseignements et tous les week-ends, des places sont à gagner. Un nouvel épisode de What the Foot et l'on va terminer cette heure de jeu ainsi. Il est concocté cette semaine par Vincent Rigolet et Michael Bugnon. Pour cette 29e journée de CIA. La 29e journée de Seira. Mais oui les gars, ça ira, j'en suis certain. Ça ira s'il ne nous massacre pas la langue française. Gilles Bourmuller, par exemple, nous a tenté une toute nouvelle expression. Les Rangers qui sortent le nez de la fenêtre. Ah là, on peut pas dire qu'il a eu fin nez. Hein. Et pourtant, on vous rassure, il avait pas un coup dans le nez. On a trouvé les nouveaux Thierry Henry et Robert Pires au Qatar. Sauf que les pénaltys à deux, ça se marque. Sinon, c'est un peu la honte. Regardez plutôt Alex Telles, lui, il marque au moins. Bon, il se fait la hanche, mais il marque. Les célébrations avec les téléphones, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de revenir jouer à temps. Sinon, on passe un peu pour des saucisses, comme cette équipe de première division marocaine. Score final, 1 partout. En Italie, la ferveur apparaît dès le plus jeune âge. Alors que quand on amène son bout de chou au stade en Suisse, c'est plutôt pour l'endormir. Nouveau studio, nouvelle ambiance. Ouais, on n'est pas peu fiers de notre nouvel écran. Classe, élégant, raffiné. Il en pense quoi, Yann Lonfa? Magnifique. On se croirait un petit peu en boîte de nuit, mais enfin... Formidable, on vous a servi un verre, tout va bien, on va... C'est vrai que ça fait un peu discothèque, là. Hé, 3 mojitos pour la table VIP. Promis, dès la semaine prochaine, on va sortir les mousses et tout ce qui va avec. Champagne. On va juste rectifier, bien évidemment. C'est Neuchâtel Xamax qui se déplacera du côté de Lucerne. Vous aurez rectifié cette erreur commise en toute fin d'émission parce qu'effectivement, 1 heure de jeu, ça passe très vite, messieurs, en votre compagnie. Je vous propose de découvrir les prochains événements à suivre sur Téléclub Sport. Et ils sont nombreux, à commencer par Naples, Gênes, d'ici un peu plus d'1 heure en compagnie de Daniel Romano, Gabé Chapuisat et Lionel Pizzinac sera notre invité. Paris Saint-Germain peut être sacré champion de France dès ce soir. Et enfin, retour des poids lourds de la Ligue des Champions avec les 4 quarts de finale au programme cette semaine. Voilà, merci Vincent. La Ligue des Champions, je suppose que vous la suivez quand même attentivement. Vous avez une équipe de cœur, un favori, encore en lice ou bien il est déjà éliminé? Le mien est éliminé, le mien c'est Real Madrid, ils sont déjà loin, mais... C'est bien de laisser la place aux autres aussi. Exact, 3 années d'affilée, ça suffit, je crois. Du coup, une petite pièce là, un favori sur les 8 derniers? Je verrai. Bon, Barcelone, s'ils sont en forme, c'est toujours difficile de les arrêter, mais... Vous pouvez pas dire ça en tant que madrilène. J'aimerais bien la Juve cette année, donc... À suivre donc dès mardi soir, 20h30 sur Téléclub. Le prochain studio, on l'a dit, c'est d'ici quelques instants. La Serie A, 31e journée. Naples, qui doit gagner pour conforter sa 2e place, reçoit Gênes. Voilà, merci messieurs. Merci Steve. Avec plaisir. Merci Laurent pour votre excellente contribution. Et merci à vous Vincent d'avoir fait le chemin de Saint-Gall. On vous souhaite encore des buts, des points. Assurer cette 8e place, ça va tellement faire plaisir à Peter Seiler. S'il vous plaît, transmettez-lui nos salutations. Merci. Et puis, on peut vous souhaiter quoi? Non, je pense une bonne fin de saison et ensuite la meilleure possibilité. Le Real Madrid. Ça c'est... Et tenez-nous au courant de vos décisions pour la saison prochaine. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de votre fidélité. Merci aussi à Régis Berisville et Sylvain Mangold qui ont piloté ce dimanche après-midi. On vous dit à bientôt sur Téléclub. Salut.